Merci à tout le monde d'être là un vendredi après-midi. Voici donc, pour commencer ce topo sur l'anticoagulation et pour aborder un petit peu l'ensemble des aspects de l'anticoagulation, une diapositive que j'aime bien montrer en début de séance qui concerne la relation qu'on peut avoir entre l'intensité d'une anticoagulation systémique, d'une part, et le risque hémorragique chez le patient, ici sur la courbe bleue, et le risque de coagulation inopinée prématurée de la membrane d'épuration extracorporelle sur la courbe rouge. Donc vous voyez que pour une anticoagulation systémique, il n'y a pas d'échappatoire. Soit on anticoagule beaucoup le patient, on risque moins la thrombose sur la membrane, mais on risque plus le saignement chez le patient. Soit on l'anticoagule moins, voire pas du tout, et là on prend un risque de coagulation prématurée de la membrane, qui peut accessoirement également faire perdre des facteurs de coagulation et des plaquettes, parfois très précieuses, chez le patient. Alors, pour un petit peu résumer, avant de commencer, l'ensemble des méthodes d'anticoagulation possibles chez un malade sans risque hémorragique. Vous avez l'héparine standard en continu, l'héparine à faible dose avec diverses prostaglandines, dont la prostacycline, les héparines de bas poids moléculaires, le citrate, éventuellement d'autres anticoagulants en cas de thrombopénie immune à l'héparine, comme la lépyridine, l'argatroban ou le danaparoïde. Chez un malade qui est avec un risque hémorragique, on a quelques alternatives possibles, que sont l'utilisation de doses réduites d'héparine avec ou sans des membranes qui captent et qui absorbent l'héparine. Classiquement, l'hémofiltration avec une prédilution sans anticoagulant, les rinçages répétés du circuit sans anticoagulant, l'anticoagulation régionale par le citrate et l'association héparine-neutralisation protamine. On va voir un peu l'ensemble des choses, sauf la dernière proposition qui est peu, voire pas utilisée actuellement, parce que très compliquée et avec des risques de saignement secondaire. Alors, juste cette diapositive pour vous dire que le nombre d'études faites pour les études sur les HBPM versus l'anticoagulation par l'héparine en épuration extrarénale continue ou non continue, il y en a beaucoup, pas mal, c'est loin d'être exhaustif. Que la règle générale quand on analyse ces données, c'est que à anticoagulation systémique égale, il n'y a pas d'avantage à utiliser les HBPM versus l'héparine pour ce qui est de la thrombose prématurée de la membrane ou des risques hémorragiques. Les résultats de l'ensemble des études, ça dépend de l'intensité de l'anticoagulation dans chaque groupe. Donc, on utilise plus souvent les HBPM en hémodialyse intermittente parce que c'est plus pratique qu'une seringue électrique, mais en dehors de ça, il n'y a pas d'avantage formel à l'un versus l'autre et je ne vais pas m'attarder sur ce sujet. L'autre technique que je vous ai montrée qui est proposée, c'est l'hémofiltration ou une épuration continue sans anticoagulant chez des malades à risque hémorragique. Et là aussi, il y a un papier qui illustre assez bien les choses, qui est celui-là, qui date de 8 ans maintenant, où chez des patients à risque hémorragique, 12, vous voyez ici, on les a épurés sans héparine et on a pris un groupe témoin non randomisé, bien entendu, où les patients étaient anticoagulés avec des faibles doses d'héparine, 5 à 10 unités par kilo et par heure, 14 patients. En gros, ce qu'on voit, c'est que ces malades-là qui ont été épurés sans héparine avaient évidemment des perturbations de l'hémostase et des troubles. Vous voyez ici une thrombopénie, ce qui fait que même sans héparine, la durée de vie des circuits chez eux a été de 32 heures, alors que les malades témoins qui n'avaient pas ces mêmes perturbations, et c'est pour ça qu'ils n'étaient pas considérés comme un risque hémorragique, avec des faibles doses d'héparine, avaient 19 heures de durée de survie de leur membrane. Donc sans anticoagulant, ça peut survivre un peu plus d'une journée, votre circuit d'épuration extracorporelle, avec des risques de thrombose quand même, mais uniquement si vous avez des perturbations d'hémostase chez votre patient.
On va revenir dessus un petit peu plus tard avec des alternatives. Deuxième proposition classique dans la littérature, la prédilution pour diminuer les phénomènes de thrombose au niveau de la membrane chez des malades à risque hémorragique. Alors il y a peu d'études dans la littérature, il y en a deux, et les deux reproduisent exactement celui qui est décrit dans ce papier-là, où la question posée était: est-ce que la prédilution fait diminuer l'activation de la coagulation au niveau d'une membrane d'épuration extracorporelle? La prédilution par rapport à la dialyse, pas par rapport à la post-dilution, par rapport à la dialyse. Donc, c'est une étude où la coagulation est étudiée chez 10 patients dialysés chroniques, avec 120 séances quand même d'épuration extra-rénale. C'est pas peu. Et on a appliqué d'une manière randomisée, soit une hémofiltration, soit une hémodialyse. Et dans le groupe hémofiltration, le débit sanguin étant à 300 ml/min, on a fait une hémofiltration avec prédilution de 200 ml/min, 12 litres heure. C'est pas peu. Donc, on se retrouve avec 50% quand même de prédilution du plasma. Et pourtant, à l'arrivée, ici vous voyez le dosage des complexes antithrombine, thrombine, qui sont un reflet de l'activation de la coagulation au niveau de la membrane. Ici, en hémodialyse sans prédilution, ici, en hémofiltration avec prédilution, il y a plus d'activation de la coagulation sur la membrane en hémofiltration avec une très forte prédilution par rapport à l'hémodialyse. Et quand on regarde les dédimères qui sont un autre reflet de l'activation de la coagulation au niveau de la membrane, c'est pareil, la production de dédimères avec la prédilution a été plus importante qu'avec l'hémodialyse. Donc comparé à une hémodialyse, la prédilution, ça ne semble pas activer moins la coagulation. Alors qu'en est-il des rinçages intermittents? Là aussi, on a très peu d'études et c'est pourtant une technique qu'on entend régulièrement proposer pour dialyser des malades à risque hémorragique sans anticoagulants. Ici, vous voyez 8 patients stables en dialyse chronique. Bon, ce n'est pas des malades qui prennent des anticoagulants, ce n'est pas des malades qui saignent. Chez qui on a dit volontairement on va réduire de 50% leur dose habituelle d'HBPM et on va leur faire 6 séances d'hémodialyse. 3 avec des rinçages, 100 ml toutes les 30 minutes, 3 sans rinçage. Et on va regarder comment ça coagule au niveau de la membrane. Vous voyez ici, sur ce tableau-là, un score moyen de coagulation avec rinçage, sans rinçage, 24 dialyses. Au niveau du piège à bulles, où il y a significativement un score de coagulation plus élevé avec rinçage, et au niveau de la membrane, où il y a significativement un score de coagulation plus élevé avec rinçage. Donc là encore, évidemment, il y a peu d'études, c'est 8 malades, c'est de la dialyse chronique, mais c'est une des seules évaluations à peu près correctes des rinçages. Ça ne semble pas diminuer vraiment les phénomènes de thrombose au niveau de la membrane ou du piège à bulles. L'autre proposition maintenant, c'était une anticoagulation régionale par le citrate. Alors pour les gens qui ne connaissent pas un petit peu de détails sur le citrate intervient sur le calcium. Le calcium est le cofacteur indispensable à plusieurs phénomènes: la coagulation, l'agrégation des plaquettes, l'activation des leucocytes et l'activation de la voie alterne du complément. Le citrate étant un chélateur de calcium qui capte le calcium et qui le neutralise au niveau du circuit extracorporel, on peut empêcher tous ces phénomènes-là d'avoir lieu. Ce qu'il faut savoir, c'est que le citrate est métabolisé si vous l'injectez à un homme, un volontaire sain ou à un patient en général, en 30 minutes par le cycle des acides tricarboxyliques, le cycle de Krebs, au niveau du foie, au niveau des muscles ou du cortex rénal, pas des tubules du cortex. Et qu'il faut en général, c'est une règle pour la transfusion, 4,3 millimoles de citrate pour neutraliser le calcium de 1 litre de sang. Vous voyez ici donc la formule chimique du citrate, je n'insiste pas. Le citrate donc se lie par ces deux radicaux carboxyle au calcium ionisé pour le neutraliser, et le calcium ionisé intervient dans plusieurs étapes de la cascade de la coagulation, ce qui fait qu'on les neutralise à plusieurs étapes.
Une petite étude sur 5 malades par groupe chez des dialysés chroniques pour vous montrer l'efficacité du citrate sur des épurations où on a assez l'habitude d'utiliser soit l'héparine, soit les HBPM. Donc 5 patients par groupe avec des anticoagulations bien faites par héparine, HBPM ou par citrate, avec à la fin de la dialyse la membrane qui est étudiée au microscope électronique pour mettre un score de coagulation sur 20. Plus le score est élevé, plus la coagulation est élevée sur la membrane. Un exemple de membrane anticoagulée à l'héparine, un exemple de membrane anticoagulée avec une HBPM, la daltéparine fragmine, et un exemple de membrane anticoagulée avec le citrate. Les scores de coagulation sont de l'ordre de 8 fois moindres avec le citrate versus les doses standards de daltéparine et d'héparine. Et c'est la seule différence statistiquement significative. On retrouve l'absence de différence majeure entre les HBPM et l'héparine quand on anticoagule un circuit extracorporel. Pour revenir un petit peu, vous résumer un petit peu cette diapositive qui rassemble plusieurs papiers, pas une seule. C'est pas très honnête forcément, mais c'est juste pour donner un exemple. Vous voyez ici une étude qui, en l'occurrence, était la nôtre à Liège, mais les Canadiens retrouvent à peu près la même chose. La durée de vie des membranes de CVVH avec une anticoagulation au citrate utilisant 4,3 millimoles par litre de sang de citrate pour bien anticoaguler le circuit extracorporel. L'héparine avec un TCA 1,5 à 2 fois le témoin, et une étude qui est celle de Gabouty, qui utilisait plutôt entre 2,1 et 2,5 millimoles de citrate par litre pour anticoaguler le circuit. Vous voyez que c'est un peu pareil qu'avec l'héparine sur ce que je vous ai montré sur la première diapositive. Si on anticoagule très bien le circuit extracorporel, on a une durée de survie des membranes et des phénomènes de coagulation qui sont moindres sur la membrane, et si on l'anticoagule moins, on a plus de coagulation. La seule différence, c'est qu'avec le citrate, tout se passe uniquement sur la membrane et pas dans le malade. On a un moyen de dissocier complètement la coagulation de la membrane et la coagulation du patient, ce qui n'est pas le cas avec l'héparine. Quand on regarde, là encore, c'est une tendance à peu près générale sur les deux papiers randomisés sur citrate versus héparine en épuration extrarénale continue. Il y a moins de transfusions chez des malades épurés avec le citrate que chez des malades épurés avec héparine, sachant que c'était des malades, a priori, sans risque hémorragique au départ, sinon il n'aurait pas été éthique de leur faire de l'héparine. Donc l'anticoagulation régionale, en pratique, effectivement, ça semble associé à moins de transfusion. Alors quels sont les problèmes, les effets secondaires que le citrate pourrait vous poser si un jour vous décidez d'en faire? Je serais content que vous en fassiez. Et donc l'apport de citrate est en général sous forme de citrate trisodique. Ce qui fait que pour chaque molécule de citrate que vous allez apporter 3 molécules de sodium. Donc, si vous utilisez des solutés concentrées en citrate, vous allez avoir un risque d'hypernatrémie. Il faut tenir compte de la quantité de sodium que vous apportez pour ajuster votre soluté de dialyse ou d'hémofiltration. D'autre part, une molécule de citrate, quand elle est métabolisée par le foie, le muscle ou le cortex rénal, engendre 3 molécules de bicarbonate après métabolisation. Et là encore, vous devez tenir compte de la quantité de citrate qui va retourner au patient après épuration sur le circuit extracorporel pour ajuster votre concentration de bicarbonate dans le bain de dialyse ou le soluté d'hémofiltration pour éviter de vous retrouver en alcalose. Si vous utilisez les mêmes apports de bicarbonate et que vous injectez une bonne quantité de citrate à votre patient, on ne peut pas y échapper, il y aura alcalose métabolique. Et en avant-dernier lieu, le citrate est également un chélateur de magnésium avec un peu moins d'affinité, mais quand même, ce qui fait que vous devez en tenir compte et apporter un peu de magnésium chez votre patient, sinon vous avez un risque d'hypomagnésémie. Et puis, le citrate a chélaté le calcium au niveau du circuit extracorporel en cas d'épuration extrarénale. Donc vous devez en amener chez le malade pour conserver sa quantité de calcium. Et si vous en amenez pas assez ou trop, vous avez des risques d'hypo ou d'hypercalcémie. Donc la surveillance qui est proposée en épuration extrarénale continue actuellement pour l'utilisation du citrate, c'est le pH et le bicarbonate environ toutes les 6 heures, c'est 4 à 8 dans la littérature. Le calcium ionisé également toutes les 6 heures, une surveillance un peu plus rapprochée si vous avez un calcium ionisé qui commence à baisser.
le magnésium et le calcium sanguin total une fois par jour, sachant que le calcium sanguin total est un reflet indirect d'accumulation du citrate. Quand le citrate s'accumule chez le patient, parce que le patient ne métabolise pas les complexes calcium-citrate qu'il a, le calcium total augmente, alors que le calcium ionisé, si vous avez bien fait votre surveillance, est stable. Et donc le rapport calcium total sur calcium ionisé augmente, témoin d'une accumulation du citrate. C'est l'un des seuls reflets en routine de l'accumulation du citrate. Et sur le circuit, en général, on dose le calcium ionisé pour surveiller la bonne anticoagulation du circuit. En hémodialyse classique, chez des hémodialysés chroniques qui ont eu 1009 séances de dialyse consécutives sur un papier qui est un papier maintenant qui devient un classique. La surveillance était plus rapprochée. Comme en dialyse, ça va beaucoup plus vite en dialyse classique. La surveillance pour le calcium ionisé était proposée à 0 minutes, 15 minutes, 120 minutes et 240 minutes. Autre technique d'anticoagulation, l'héparine et les dérivés de prostaglandine, la PGE1 par exemple, où il y a quelques papiers dans la littérature, ou si on résume les choses, si on utilise des faibles doses d'héparine, environ 0,5-0,6 unités par kilo et par heure, et des doses croissantes 0,5 ou 20 nanogrammes par kilo et par minute de prostaglandine, on a des durées de circuit qui augmentent de 14 heures à peu près à 31 heures en épuration extra-rénale continue. Mais le problème de ces molécules, c'est d'une part la vasoplégie qui est également proportionnelle à la dose donnée. Or, si c'est des malades instables et si on a fait une épuration extra-rénale continue, c'est que justement on ne voulait pas de vasoplégie. Et l'autre problème, c'est le coût qui est considérable. Autre technique proposée, des membranes capables d'absorber l'héparine. Alors la membrane qui est la plus citée dans cette indication-là, c'est l'AN69ST. Vous voyez ici la captation, l'absorption de l'héparine au cours du rinçage par différentes membranes, des polysulfones, des membranes en triacétate de cellulose, l'AN69 conventionnelle ou l'AN69ST qui est l'équivalent, qui est la N69 mais recouvert d'une courte surface, une très mince couche chargée positivement qui capte les molécules de l'héparine. Et donc on voit qu'en gros, que ce soit pour l'héparine ou que ce soit pour une HBPM, l'absorption au cours du rinçage est 5 fois plus importante à peu près par unité de surface avec la N69ST qu'avec la N69 classique. Et cette absorption se fait très vite, en 5 minutes, alors qu'avec d'autres membranes comme l'hémophane, qui est un peu plus ancien, il faut à peu près 45 minutes pour que ça absorbe et que ce soit à saturation. Et donc, on a une étude qui s'est proposée d'étudier en hémodialyse conventionnelle, soit cette technique-là, la N69ST rincée à l'héparine, mais pas d'héparine pendant la séance de dialyse, le citrate avec un dialysat sans calcium, ou l'anticoagulation au citrate avec un dialysat contenant du calcium. 11 patients par groupe, une trentaine de séances par groupe, et ce qu'on voit, c'est que cette technique d'absorption d'héparine sans héparinisation ultérieure donne quand même 45% de coagulation du circuit, dont 39% de coagulation obligeant l'arrêt en cours de séance de dialyse, qui est des dialyses de environ 4 heures pour des dialysés chroniques. Alors qu'on a 0 coagulation prématurée avec le citrate, et 13% avec le citrate si on rajoute du calcium dans le bain de dialyse. Et je vous montre ça parce qu'il faut être logique. Si vous voulez enlever le calcium dans le circuit de dialyse pour empêcher que ça coagule, c'est pas la peine d'en rajouter en recalcifiant votre sang au contact de la membrane de dialyse. C'est mathématique, ça va recoaguler. Et effectivement, ça a coagulé dans 13% des cas. Et donc, on voit que les durées de dialyse efficaces, elles sont complètement efficaces avec une anticoagulation régionale complète. Par contre, on a perdu au moins 20 minutes, si ce n'est plus, quand vous regardez les écarts types. C'est considérable. On peut faire, on va dire, 2 à 3 heures de dialyse tranquille avec juste une membrane rincée à l'héparine, mais après, régulièrement, ça pose des problèmes. Et pour finir, pour être à peu près dans le temps, je vais aborder un petit peu le problème de l'allergie à l'héparine. Ce qui est le plus méconnu probablement sur l'allergie à l'héparine, c'est qu'il n'y a pas d'effet mémoire de l'allergie à l'héparine. La thrombopénie immune induite à l'héparine se caractérise par la présence d'anticorps anti-PF4 héparine qui sont capables d'activer les plaquettes.
Or, ces anticorps-là disparaissent avec le temps du sang du malade. Là, vous voyez ici le papier de Warkentin qui a publié en 2001 la persistance dans le temps des anticorps anti-PF4 héparine, soit par un test qui est un test d'antigène, qui est très sensible, mais un peu moins spécifique qu'un test d'activation ici, que vous voyez. Et en gros, les malades, en à peu près 3 à 4 mois, perdent complètement leur anticorps anti-PF4 héparine. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas d'effet mémoire. C'est-à-dire que si vous réexposez ces patients-là qui sont négatifs aux anticorps anti-PF4 héparine, j'insiste, ils doivent avoir négativé leur test. Plus tard, à l'héparine, ils ne feront pas plus vite des anticorps anti-PF4 héparine et ils n'en feront pas forcément. Il n'y a pas d'effet mémoire. Donc dans certaines circonstances, quand on est obligé à nouveau de réintroduire de l'héparine chez un malade qui a présenté un aspect d'allergie à l'héparine, on peut le faire si les anticorps se sont négativés avec suffisamment de sécurité. Ça permet de faire des circulations extracorporelles, parfois en chirurgie cardiaque, avec beaucoup plus de sécurité en décalant juste la chirurgie de 3 à 4 mois. Alors, pour conclure un petit peu sans rentrer dans les détails et les méthodes rares d'anticoagulation, ne pas oublier les interactions entre la qualité du cathéter et la coagulation ou l'anticoagulation. Si vous avez un cathéter qui fait que votre circuit aspire mal le sang du malade et que vous avez régulièrement des interruptions dans votre circulation extracorporelle, de toute façon, ça va coaguler, quelle que soit l'anticoagulation que vous utilisez. D'autre part, on a généralement effectivement peu de problèmes en épuration intermittente de courte durée. On a beaucoup plus de problèmes de dysfonction de cathéter si on n'utilise pas les bons cathéters. Mais l'anticoagulation, en général, on arrive à s'arranger si la durée est courte. Par contre, en épuration continue ou prolongée, on a de plus en plus d'études qui convergent sur une supériorité du citrate pour à la fois en termes de durée de vie des membranes ou en termes de risque hémorragique chez le patient, mais ça nécessite qu'elle soit bien utilisée et bien surveillée et bien comprise. Puis en dernier lieu, on a quelques interactions de la coagulation avec le type de membrane utilisé, mais c'est surtout décrit pour l'AN69ST et je vous remercie de votre attention.